Merci. Alors, quand Jean-Marie Tarascon m'a demandé de venir vous parler de nucléaire, c'était évidemment avant le Japon. Donc j'avais le choix maintenant, aujourd'hui, en arrivant, soit en chantant cette magnifique chanson des années 30, « Tout va très bien, Madame la Marquise », ou l'autre version, c'était d'arriver couvert d'un sac de cendres et en chemise. J'ai choisi simplement de réfléchir à pour quelle raison il m'avait demandé de venir vous parler du nucléaire. Je ne pense pas que ce soit simplement pour une question d'équilibre. C'est, je pense, essentiellement pour venir vous parler d'un mal nécessaire. D'un mal nécessaire, quand j'entends par le mal nécessaire compte tenu de certaines conditions limites. Conditions limites qu'on peut décider de ne pas suivre, bien évidemment. Mal nécessaire si on veut aller vers une énergie décarbonée, mal nécessaire si on veut conserver une énergie centralisée. Maintenant, ces deux hypothèses-là peuvent être rejetées, mais dans le cadre de ces hypothèses-là, on fait des centrales nucléaires en France et on les fait avec des matériaux. Et donc, on m'a demandé de vous parler des problèmes de matériaux dans les centrales nucléaires. Alors, avec comme sous-titre, exigence, choix et durée de vie. Alors, pour commencer, bon, je suppose que tout le monde dans la salle sait comment fonctionne une centrale nucléaire. Alors, l'essentiel de mes activités, Dieu merci, est plutôt du côté du nucléaire civil. Quelques notions simples sur le nucléaire. Et puis après, ensuite j'essaierai de vous parler des problèmes de matériaux aujourd'hui, demain et après-demain. Alors, un livre que j'aime bien, qui est un livre de David McKay, qui est professeur de physique à Cambridge, qui s'est amusé à faire des calculs de dos d'enveloppe. Je pense que c'est intéressant de faire ce genre d'exercice, des calculs de dos d'enveloppe sur la quantité d'énergie consommée par habitant et sur les différents paniers énergétiques qu'on pouvait envisager. Alors, il l'a fait pour l'Angleterre. L'exercice est intéressant à faire pour à peu près n'importe quel pays, dans un certain nombre de plans qui sont simplement des plans de faisabilité. Il n'y a pas du tout d'estimation économique dans ces analyses-là, mais des plans de faisabilité. Vous voyez en mauve, alors c'est peut-être une couleur de deuil, mais en mauve, vous voyez que le nucléaire apparaît dans au moins 3 des 5 plans qu'il a pu retenir. Alors, maintenant, si on se pose des questions de ressources, dans beaucoup de cas, l'énergie a besoin de ressources en matière. La ressource actuellement la plus abondante, hormis la lumière du soleil, c'est le charbon. Le pétrole est en voie d'épuisement à des distances qui sont évidemment négociables, suivant le moment où on fait la prédiction. Et le dernier point, c'est que l'uranium est essentiellement propre à rien, à part à faire des quilles de navire ou éventuellement à faire du combustible nucléaire. Donc, grosso modo, l'idée, c'est d'utiliser un truc qui sert à rien pour en faire de l'énergie. Alors, deux idées que je voudrais faire passer. La première, c'est l'état du cycle combustible actuel, dans le système français, qui est donc des réacteurs à eau pressurisée. Une des forces du système nucléaire français, c'est que c'est essentiellement un seul type de réacteur, on en a un certain nombre, mais c'est un seul type de réacteur sur lequel on a un retour d'expérience qui est important. Alors, vous prenez de l'uranium, dans cet uranium, il y en a toute une partie qui est complètement inutilisable, il va falloir l'enrichir. Une fois qu'on l'a enrichi, on va utiliser cet uranium enrichi pour faire du combustible en oxyde d'uranium. Ce combustible va passer une première fois dans les centrales. Une fois qu'il ressort de la centrale, et un des aspects limitants de l'utilisation de ce combustible, c'est la durée de vie des gaines. Déjà, les matériaux vous apparaissent. La durée de vie des gaines qui permettent de confiner le combustible. Eh bien, ce combustible est partiellement utilisé. Il se retrouve être chargé d'un certain nombre de choses désagréables, dont du plutonium. C'est un élément dont vous entendrez parler pendant la durée de l'exposé. On peut décider soit de mettre tout ça au trou, ça c'est la solution qui avait été envisagée aux États-Unis ou en Suède, soit on peut décider que ce combustible partiellement utilisé est encore une ressource. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'extraire le plutonium de ce combustible, d'extraire de ce combustible ce qui peut être utilisé pour faire un nouveau combustible, et c'est ce qu'on appelle le MOX. Et le MOX va être réutilisé une deuxième fois dans nos centrales. Et après, la faiblesse du système des réacteurs eau pressurisés, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est un fusil à un coup, c'est-à-dire que le combustible qu'on va utiliser de cette manière-là est un combustible qui devient inutilisable. Alors, d'où le deuxième versant de la stratégie française dans le domaine du nucléaire, qui est d'utiliser ce qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides. Et l'idée des réacteurs à neutrons rapides, c'est d'avoir essentiellement un gros paquet de plutonium et après d'utiliser une petite cuillère d'uranium appauvri. Et de cette manière-là, d'une part, d'utiliser le plutonium qui est naturellement fourni par les réacteurs à eau pressurisée et de faire du multirecyclage, c'est-à-dire de pouvoir avoir le combustible qui passe plusieurs fois dans le réacteur. Alors après, se pose évidemment la question de savoir de qu'est-ce qu'on va faire des déchets à la fin, et ça, j'y reviendrai à la fin de l'exposé.
Alors, pour la France, actuellement, la situation, les décisions qui ont été prises en termes de prochaine génération de réacteurs nucléaires, donc vous avez les décisions des EPR, des réacteurs à eau pressurisée européens, qui sont essentiellement une évolution graduelle des réacteurs qu'on a en ce moment. On ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de fondamentalement révolutionnaire dans l'EPR. La quatrième génération, je vous en parlerai tout à l'heure, est une génération qui impose de nouveaux concepts, et vous allez voir que le concept qui a été retenu, enfin il y a deux concepts qui ont été retenus pour l'instant, un concept qui est de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ou des réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz. La logique qu'il y a derrière ça, c'est le message que je voudrais vous faire passer. On ne choisit pas ces options simplement comme ça, parce qu'on en a 6 et qu'il faut en prendre 2. La logique qu'il y a derrière ça, c'est qu'on a en France, à cause de la situation d'un programme nucléaire important, 58 centrales, c'est quand même pas rien, on a une grande quantité d'uranium appauvri. Cet uranium appauvri est un déchet tant qu'on ne l'utilise pas pour en faire un combustible. D'autre part, on produit du plutonium qui est aussi un déchet modérément sympathique, puisqu'on en fait des tas de choses désagréables, dont des bombes. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va utiliser le plutonium qu'on produit plus l'uranium appauvri pour essayer de faire d'un déchet une ressource. Donc voilà quelle est la logique. La logique maintenant, c'est de se dire, si on a choisi cette option-là pour la génération suivante de réacteurs nucléaires, eh bien, il faut évidemment un prototype pour pouvoir faire ça. Et là, l'idée est de construire un prototype qui s'appelle le prototype Astrid. Alors, le prototype en question est un prototype qui est une évolution des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, qui présente un cœur plus performant, à sécurité améliorée, une résistance renforcée aux accidents graves, donc qui, par exemple, normalement devrait utiliser les améliorations incrémentales qui avaient été développées pour l'EPR, en particulier pour la récupération d'un cœur éventuellement fondu, une conversion d'énergie optimisée. Et l'idée, c'est que ce prototype devrait servir à la fois comme prototype industriel, pour essayer de pouvoir développer une nouvelle filière, mais aussi comme outil d'analyse des possibilités de transmutation. Je reviendrai à cette notion de transmutation des éléments. Et enfin, comme une analyse des matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans les réacteurs nucléaires. Donc voilà, je voulais commencer par ça pour vous donner un petit peu un panorama global. Maintenant, si on se focalise sur les matériaux proprement dit, ce qui sera le reste de mon exposé. On a beau dématérialiser l'économie ou nous dire partout qu'on la dématérialise, quand vous faites une voiture, vous êtes obligé de la construire en quelque chose, pareil pour un avion, pareil pour une centrale. Donc les problèmes des matériaux dans le nucléaire, c'est des problèmes qui se posent aujourd'hui en ce qui concerne le vieillissement des centrales, le remplacement et la sécurité. C'est des problèmes qui vont se poser demain en ce qui concerne les concepts de la génération 4, c'est-à-dire des prochains réacteurs nucléaires, si réacteurs nucléaires il y a, et ça va nous poser des nouveaux challenges sur les matériaux. Et puis après-demain, alors après-demain, je vais décliner le après-demain en deux aspects. Un après-demain qui est ITER, ce qu'on appelle une boîte pour les étoiles, et un après-demain qui, lui, est un après-demain particulièrement sûr et certain, c'est qu'il va bien falloir faire quelque chose des déchets qu'on a produits, soit ceux qu'on a produits jusqu'à maintenant, soit ceux qu'on va produire éventuellement en construisant un nouveau parc. Alors, un point qui est important par rapport aux différents sujets dont vous entendez parler dans ces 2 jours, et des sujets qui sont particulièrement pertinents aussi du point de vue du nucléaire, parce que quand je vous disais que le nucléaire est pour moi un mal nécessaire, c'est tant qu'on ne stocke pas de manière efficace une énergie intermittente et qu'on veut aller vers une énergie décarbonée, cette solution est la solution technologique qu'on a à portée de main. Alors maintenant, les matériaux de nucléaire sont autant un problème de science qu'un problème d'ingénierie. C'est une technologie mûre, et je ne vais pas vous dire qu'une technologie mûre est une technologie sans accident, c'est pas vrai, mais c'est une technologie où la science, on a besoin de faire la science, mais le fait de faire la science n'est pas encore limitant quant au développement de la technologie en question. Le dernier point, c'est qu'il s'agit moins de développer de nouveaux matériaux que d'optimiser des matériaux classiques vis-à-vis d'une question centrale qui est une question de durabilité. Je vais vous parler de temps. Le fait quand on est dans une technologie mûre, on ne se pose pas simplement la question de réaliser l'objet, on se pose la question de savoir pendant combien de temps il va pouvoir fonctionner. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous dire que le domaine de l'énergie nucléaire est un domaine du point de vue des matériaux qui est atrocement conservateur. Il est atrocement conservateur et pour de bonnes raisons.
Sur ce schéma, qui est très simplifié, bien évidemment, j'ai mis en abscisse la valeur, le coût de l'échec et en ordonnée la valeur de la performance. Alors, si vous regardez le sport, le coût de l'échec est relativement mince et la valeur de la performance est importante. Si vous regardez le bâtiment, le coût de l'échec n'est pas énorme, la valeur de la performance est relativement faible, donc ça, c'est un domaine qui est relativement conservateur. Essentiellement, le prix au kilo d'un bâtiment, c'est essentiellement le prix au kilo du matériau qu'on utilise pour construire le bâtiment. Maintenant, si vous regardez à l'autre extrême, vous avez l'aérospatial. L'aérospatial, la valeur de la performance est colossale, mais le coût de l'échec est énorme. Et du coup, ça veut dire que ce domaine-là va être un domaine extraordinairement normalisé. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les satellites sont des systèmes qui sont très conservateurs dans le choix de leurs matériaux. Le problème du nucléaire est qu'il est encore un petit peu plus sur la droite. Le coût de l'échec est absolument gigantesque. Et donc, on est dans une situation où, en termes de choix de matériaux, très très souvent, on est dans le cas de figure où vous pouvez choisir ce que vous voulez à condition que ça soit la même chose qu'avant. Alors, aujourd'hui, le problème du vieillissement, le problème des matériaux dans le nucléaire, c'est le problème du vieillissement des matériaux sous irradiation comme une limitation à la durée de vie des centrales. Alors, le parc nucléaire français, c'est 58 centrales, vous voyez, il y en a à peu près partout, et ces choses-là vieillissent en moyenne d'un an par an, comme à peu près tout le monde, mais on a des centrales qui commencent à être assez anciennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une centrale est ancienne du point de vue des matériaux ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une centrale ? Comment ça fonctionne ? Grosso modo, c'est une espèce... Alors, le type de centrale qu'on utilise, c'est une espèce de cocotte-minute. Vous avez une source de chaleur qui est un peu particulière, qui est le combustible nucléaire. Et puis, vous avez de l'eau, alors pas de l'eau pure, vous avez de l'eau autour de cette chose-là qui est chauffée par la source de chaleur. Tout ça, c'est sous pression. Ça permet d'avoir des températures plus élevées tout en restant liquide. Donc, vous allez monter à 300 degrés, des températures comme ça. Et ça est lié à un circuit primaire, lequel circuit primaire va passer par un générateur de vapeur. Ce générateur de vapeur est alimenté par un circuit secondaire. Et tout ça, ça va faire tourner des turbines. Et ça va nous permettre de faire de l'électricité. Donc, tout ça, évidemment, c'est dans une joyeuse boîte à 2 étages, c'est-à-dire une double enceinte qui permet, a priori, de protéger l'extérieur de l'intérieur. Alors, une idée que j'aime bien donner et qui énerve beaucoup mes amis physiciens nucléaires, c'est que la raison pour laquelle les centrales nucléaires ont relativement bien marché, c'est que la technologie actuelle s'appuie sur la technologie des machines à vapeur. C'est une machine à vapeur avec une source de chaleur un peu particulière. Alors, les composants et les matériaux qui en résultent. Alors voilà ici un éclaté du fonctionnement, vous comprendrez, un éclaté du fonctionnement d'une centrale nucléaire. Vous avez la cuve, vous avez le circuit primaire, le circuit secondaire et le générateur de vapeur, et puis vous avez le nom des matériaux qu'on utilise. Alors vous voyez que la plupart des matériaux qu'on a ici sont essentiellement des matériaux de chaudière à vapeur. Vous avez quelques matériaux qui sont essentiellement des matériaux nucléaires, c'est le combustible, c'est les barres de contrôle, ce qui vous permet de contrôler la quantité de neutrons qui se promènent au cœur du réacteur, en argent, indium, cadmium, c'est la gaine du combustible qui permet à la fois de confiner le combustible par rapport à l'extérieur, mais de laisser sortir les neutrons au travers de la gaine. Ça, c'est essentiellement les 3 principaux objets qui sont typiquement nucléaires. Maintenant, tout le reste, c'est essentiellement une grosse casserole, une cocotte-minute sous pression, ça c'est la cuve, et puis vous allez avoir des circuits qui vont devoir travailler avec de l'eau chaude à l'intérieur, ou de la vapeur d'eau, résister à la corrosion, résister à des pressions. Et essentiellement, vous voyez que le nom qui revient de manière régulière dans tout ça, c'est acier. Donc l'acier, les aciers, sont les matériaux rois des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Alors, acier de diverses manières. Alors ça, ce que vous avez ici, c'est un réacteur à eau pressurisée. Si j'avais fait le même diagramme pour un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, avec un fluide caloporteur sodium, eh bien, le sodium n'étant pas sous pression, on demande à la cuve d'avoir moins de résistance mécanique, et donc on peut parfaitement la faire avec des aciers qui ont une moindre limite d'élasticité. Par contre, quand on est avec des réacteurs sous pression, la cuve doit à la fois résister à la pression interne et aussi à la corrosion. Et là, on va plutôt prendre d'autres types d'acier qui sont plus importants, plus résistants en termes de limite d'élasticité. Alors, revenons à ce cas-là, parce qu'il est assez intéressant. Si vous regardez un acier de cuve, donc il doit à la fois résister à la corrosion et résister à une pression interne,
Si vous voulez résister à une pression interne, il va falloir trouver des aciers à relativement haute performance. Donc on prend plutôt des aciers qui sont des aciers bénitiques. Maintenant, ces aciers bénitiques ne résistent pas très bien à la corrosion, en conséquence de quoi on fait à l'intérieur une couche de revêtement, qui est une couche de revêtement en acier inoxydable. Donc vous avez, pour ce type particulier de matériaux, vous avez un bimatériau en fait, qui vous permet de répondre à ça. Alors, quand on se pose la question des matériaux dans les réacteurs nucléaires et de leur vieillissement, il est important de distinguer, d'une part, 3 types de composants. Il y a ce que j'appellerais les composants qui sont consommables. Consommables, c'est le combustible, les gaines de combustible. Et là, le cahier des charges va être essentiellement de maximiser la durée de vie pour maximiser l'efficacité d'utilisation du combustible. Donc vous avez une gaine qui sert de protection. Dans le cas des réacteurs que je décris ici, c'est une gaine en zirconium, en alliage de zirconium, qui doit résister à l'oxydation par le milieu, qui doit résister à l'irradiation par le combustible et qui doit résister évidemment sans terminer par faire un trou. Donc ça veut dire que vous allez essayer d'utiliser le combustible le plus longtemps possible tout en gardant cette barrière de protection intacte. Donc ça, c'est les combustibles, les composants que je vais qualifier de consommables. Maintenant, vous avez des composants qu'on va qualifier de remplaçables. Alors les composants remplaçables, c'est typiquement ce qu'on appelle les internes de cuve, toute la tripaille que vous avez à l'intérieur d'une cuve qui permet de tenir les barres, de maintenir les tubes de combustible, etc. Et ces choses-là sont des pièces qu'on va remplacer quand on a besoin de les remplacer. Par exemple, toute la boulonnerie qui permet de tout tenir ça ensemble, de temps en temps, il y a des boulons qui cassent, qui fissurent, on récupère les morceaux et on les remplace. Alors, on ne fait pas ça de gaieté de cœur, parce qu'évidemment, récupérer des morceaux de machin qui étaient juste à côté du combustible, c'est-à-dire très fortement irradiés, ça vous fait des déchets supplémentaires, ça veut dire qu'il faut arrêter la centrale, donc ça veut dire que ça limite l'efficacité de fonctionnement de la centrale. Mais il n'empêche que ce sont des composants que l'on peut remplacer. Puis vous avez un troisième type de composants, c'est ce que j'appellerais les composants vitaux. Un composant vital, c'est la cuve. On ne remplace pas la cuve d'une centrale nucléaire. Quand on vous parle du vieillissement d'une centrale, c'est l'âge de la cuve, comme le vieillissement de quelqu'un, c'est l'âge de ses artères. Donc, l'idée de la cuve, c'est de maximiser la durée de vie pour prolonger l'existence des centrales. Et qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander de ne pas trop se dégrader sous irradiation. Et là, ça va m'amener à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la chaudière à vapeur, qui est quelque chose qui est plus de l'ordre du nucléaire proprement dit, et de la physique des matériaux sous irradiation. Alors, quelles sont les sollicitations qui vont... Alors, attendez, je vais mettre tout ça ensemble d'un seul coup. Voilà. Les sollicitations rencontrées et les maladies qui en découlent. Alors, le réacteur nucléaire, je vais maintenant parler des pièces qui sont en contact direct avec l'irradiation, c'est-à-dire essentiellement les internes de cuve, la cuve et une partie du circuit primaire. Le circuit secondaire échappe à peu près à ça, et les générateurs de vapeur aussi. Ils sont soumis à une sollicitation mécanique, parce qu'on est avec de l'eau sous pression. Ils sont soumis à une sollicitation chimique, parce qu'on est avec de l'eau, et l'eau n'est pas un matériau très sympathique pour la plupart des métaux. Puis ils sont soumis à une sollicitation qui est soit la sollicitation d'irradiation, soit la sollicitation de température. La raison pour laquelle je mets les deux en même temps, vous allez le voir, c'est que c'est essentiellement lié à la migration des atomes à l'intérieur des matériaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à cette sollicitations ? Vis-à-vis de la sollicitation mécanique, par exemple, vous allez avoir de la fatigue, les tuyaux vibrent. Vis-à-vis de la sollicitation par rapport au milieu, vous allez avoir de l'oxydation, de la corrosion. Vis-à-vis de l'irradiation ou vis-à-vis de la température, vous allez avoir ce qu'on appelle le vieillissement sous irradiation, le vieillissement thermique. Vieillissement thermique, quand vous augmentez la température, vous faites bouger les atomes et vous allez avoir des transformations de phase qui vont se produire, de la précipitation, des évolutions microstructurales. Autres évolutions microstructurales qui vont se passer sous l'effet de l'irradiation. Donc voilà un certain nombre d'effets qui vont apparaître vis-à-vis des 3 sollicitations majeures, et puis vous avez des effets que je qualifierais d'effets couplés. Donc quand vous avez par exemple une sollicitation mécanique à haute température sous irradiation, vous pouvez avoir un phénomène qui s'appelle le fluage sous irradiation, qui est un phénomène qui est actuellement encore très mal compris. Si vous aviez simplement la température et la contrainte, le matériau ne se déformerait pas, ou peu. Si vous avez la température, la contrainte et l'irradiation, le matériau se déforme beaucoup.
Qu'est-ce qui fait qu'ils se déforment beaucoup et est-ce qu'on peut prédire la manière dont ils se déforment? Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore très mal compris. Et puis vous avez le summum, l'horreur complète, la corrosion sous contrainte assistée par l'irradiation, qui est le problème majeur des internes de cuve. Et alors là, vous avez la totale, quoi. Il faut faire à la fois de la physique, de la mécanique et de la chimie. Alors, les processus qui peuvent conduire à la fissuration d'un composant maintenant. Alors, le vieillissement, c'est l'évolution de la microstructure avec le temps. Ce vieillissement, la plupart du temps, conduit à un durcissement. Alors, la raison pour laquelle il conduit à un durcissement, c'est qu'il conduit à la fabrication d'obstacles qui empêchent des défauts de se déplacer dans le matériau. Ces défauts, c'est ce qu'on appelle des dislocations, et ce sont ces défauts qui sont responsables de la plasticité du matériau. Quand vous les empêchez de bouger, le matériau est plus dur. Alors, vous allez me dire, c'est pas un drame, ça? Ben si. Parce que quand le matériau est plus dur, il est en général plus fragile. Ça, c'est le cauchemar des ingénieurs, c'est que plus on essaye de faire un truc dur, plus il casse facilement. Alors, maintenant, vous rajoutez à ça que les pièces ne sont jamais tout à fait parfaites, vous pouvez avoir des défauts de fabrication, et puis vous mettez tout ça sur des chargements mécaniques, et tout ça peut conduire à une risque de fissuration, une risque de rupture. Alors, quand la corrosion vient se rajouter sur le total, eh bien, vous avez gagné. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécificité scientifique? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est autant de l'ingénierie que de la science. Concevoir une chaudière à vapeur, c'est de l'ingénierie. Ça, on sait faire depuis longtemps. Maintenant, concevoir des matériaux sous sollicitation d'irradiation, on arrive à des choses où il y a encore beaucoup de science à faire. Pour la raison suivante, c'est que l'irradiation est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour les matériaux. C'est extrêmement perturbant parce que ça perturbe l'ordre atomique de la matière. On crée des défauts de structure, on crée des atomes en interstitiel, des atomes en position lacunaire. On modifie la chimie. Ça, c'est un côté qui n'est pas du tout sympathique pour un ingénieur, c'est qu'il croit mettre un alliage avec tant de pourcents de chrome, et il se retrouve avec un truc où il y a des morceaux de la table de Mendeleïev qu'il n'avait pas prévu. Donc il change la chimie du matériau, et en plus, en prime, c'est un peu comme quand vous jouez au billard, quand vous jouez au billard ou que vous jouez au quilles, vous envoyez un neutron à haute énergie dans un arrangement bien fait d'atomes, bien non seulement ça crée du désordre, mais en plus de ça, ça crée une mobilité supplémentaire. Ça crée une mobilité supplémentaire des atomes, c'est-à-dire qu'on est en train de perturber à la fois la chimie, la structure et la cinétique. C'est-à-dire que vous êtes en train de détruire ce qui fait le cœur même du comportement d'un matériau. Alors, rien d'étonnant qu'on commence à avoir des soucis vis-à-vis de ça. Et ça conduit à avoir nécessairement une science qui est multi-échelle. Le dégât se passe au niveau de l'atome et les conséquences sont au niveau de la structure. On doit changer l'échelle d'espace, donc aller de l'angstrom au mètre, et on doit évidemment changer l'échelle de temps, c'est-à-dire de la picoseconde au millénaire, voire à la centaine de milliers d'années, quand on se pose la question du stockage des déchets. Donc tout ça, ça donne un caractère un peu particulier au problème des matériaux en environnement nucléaire, c'est qu'on y a vu se développer le rôle clé des simulations numériques, qui sont l'outil assez idéal pour essayer de regarder ces problèmes de transition d'échelle. Alors, le vieillissement sous irradiation, on peut le voir de plusieurs manières. On peut d'abord avoir une interaction élastique. Cette interaction élastique, c'est le billard dans le tas de boules de billard, va créer des défauts ponctuels, des lacunes et des interstitiels. On peut avoir des réactions nucléaires. Ça peut conduire, par exemple, à des créations de gaz. Ces gaz ayant le mauvais goût de s'agglomérer, ça va faire des bulles. Et quand ça fait des bulles, ça gonfle. Donc c'est pas très agréable non plus. On peut avoir des transmutations à l'état solide, c'est-à-dire d'avoir des nouveaux éléments qui apparaissent, et ça peut conduire à avoir des alliages qui se comportent plus du tout de la manière prévue. Puis vous avez aussi des interactions inélastiques, et ça c'est essentiellement ce qui permet de chauffer le matériau, ce qui a pour conséquence de chauffer le matériau. Alors maintenant, les conséquences de ça, l'échauffement, c'est une augmentation de la diffusion. Si vous faites une interaction élastique qui vous a conduit à créer des défauts ponctuels, on va obtenir soit des recombinaisons de défauts à basse température, c'est-à-dire une lacune interstitielle qui ne sont pas trop loin de l'un de l'autre, vont s'annihiler pour donner rien. Par contre, s'ils commencent à bouger, ils vont tendance à se regrouper en paquets, et donc on va faire des boucles de défauts, on va faire des cavités, et ces choses-là vont avoir des effets durcissants. Si on élimine les défauts sur les joints de grains d'un alliage, on peut aussi avoir des flux non compensés de défauts et de solutés, donc on peut induire des ségrégations d'éléments aux joints de grains, on peut induire des précipitations, et donc modifier encore le comportement de l'alliage. Alors, maintenant, si on regarde les résultats des réactions nucléaires, c'est-à-dire la formation de gaz vous donne des bulles,
et la formation de nouveaux éléments peut vous donner des changements de phase. Alors, le résultat de tout ça, si vous regardez le phénomène physique, les déplacements d'atomes peuvent vous conduire à des paires isolées de défauts, à des boucles, à des cavités. Les réactions nucléaires peuvent vous donner des bulles de gaz. Et les conséquences qu'on va avoir, alors évidemment, ça se passe de manière différente suivant les températures, suivant les flux, c'est-à-dire suivant l'endroit sur lequel vous vous trouvez sur la centrale. Les conséquences, c'est d'une part des gonflements des structures, c'est du durcissement des matériaux, c'est d'avoir une précipitation de certaines phases, d'avoir un gonflement par des boucles lacunaires, et puis on peut avoir aussi une fragilisation intergranulaire. Donc voilà un peu où on en est. Les résultats de ce vieillissement sous irradiation, c'est d'une part qu'on modifie la diffusion, d'autre part qu'on modifie la microstructure, et les conséquences, celles qui intéressent l'ingénieur cette fois-ci, c'est-à-dire toute la science dont je vous ai parlé avant, c'est pour répondre au point 3, c'est que les propriétés d'usage du matériau vont être modifiées par son comportement sous irradiation. On va durcir le matériau, parfois on va l'adoucir, on va avoir une perte de ductilité, c'est-à-dire le matériau se déforme moins avant de rompre, on va avoir parfois une fragilisation, vraiment le matériau devient très fragile, on peut avoir une déformation sous contrainte, c'est le fluage d'irradiation, on peut avoir une fragilisation en milieu chimiquement agressif, c'est ce que je vous ai appelé le cauchemar suprême, la corrosion sous contrainte favorisée par l'irradiation. Alors regardons maintenant deux exemples. Un exemple d'un composant qui dure et un exemple d'un composant qui n'est pas fait pour durer. Alors, un exemple du composant qui dure, c'est une cuve. Donc la cuve, c'est ce que j'appelle le composant non remplaçable. C'est celui dont on ne veut surtout pas qu'il atteigne des conditions de fonctionnement qui le rendent plus sûr. Et essentiellement, ces cuves, alors c'est des grosses bêtes, ces trucs-là. Vous voyez la taille, c'est 12 mètres de haut. Enfin, quand je vous dis qu'il y a une transition d'échelle, de l'atome à 12 mètres de haut, ça fait de la place. On a des pièces qui sont des pièces forgées. Elles sont dans un acier bénitique. Donc ça veut dire qu'il faut se poser aussi la question de l'homogénéité de la microstructure au travers de la cuve, qui sont revêtues par cet acier inoxydable pour éviter que ça se corrode. Et la question qu'on va se poser sur ces cuves-là, c'est essentiellement de se dire, c'est un acier qui est un acier de structure cubique centrée. Alors une des caractéristiques des matériaux de structure cubique centrée, c'est qu'ils ont le mauvais goût à basse température de devenir fragiles. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est basse température ? Donc, pour mesurer ça, on prend un échantillon, on lui fait une échancrure, on lui tape dessus très fort et on regarde quelle est l'énergie absorbée. L'énergie absorbée, on appelle ça la résilience, en fonction de la température. À basse température, on a une énergie absorbée faible, et on a une rupture fragile. À haute température, une énergie absorbée forte et une rupture ductile. Et en fait, bien évidemment, on n'a pas du tout envie de faire fonctionner la centrale nucléaire dans le régime fragile. On veut être clairement dans le régime ductile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au fur et à mesure qu'on irradie le matériau, eh bien, on a d'une part un décalement de la température caractéristique qu'on appelle la température de transition ductile. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Température de transition ductile fragile, on a un décalage comme ça, mais on a aussi un décalage par ici, un abaissement, ce qu'on appelle un abaissement du palier ductile. Grosso modo, cet abaissement du palier ductile correspond à un abaissement de la contrainte caractéristique de propagation d'une fissure. Donc ça, c'est lié à quelque chose qu'on appelle la ténacité. Après à peu près 40 ans de fonctionnement, grosso modo, on peut abaisser la ténacité d'à peu près 10%. C'est à peu près où on en est. Donc ça vous dit, compte tenu des conditions de vieillissement, compte tenu des coefficients de sécurité qu'on a pu prendre dans la conception de la cuve sous pression, ça vous dit, est-ce que oui ou non, au bout de 40 ans, la cuve est toujours capable de fonctionner ? L'étape d'après, c'est de se dire, si elle est encore capable de fonctionner au bout de 40 ans, est-ce qu'elle est encore capable de fonctionner au bout de 60 ans ? Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'extrapoler les données qu'on a sur l'état actuel des cuves, et c'est là que la modélisation joue un rôle central, qui est de dire qu'il faut qu'on soit capable de faire cette transition d'échelle en fonction du nombre de déplacements par atome qu'on a fait, quelle est la quantité de défauts qu'on a créés, quels sont les défauts de structure qui en résultent, quelle est l'évolution des propriétés, quelle est la conséquence sur la ténacité du matériau. Alors, si je regarde maintenant d'autres pièces qui sont les internes de cuve. Alors, les internes de cuve, je vous ai dit, ça c'est des aciers inoxydables, 316. Ces aciers inoxydables sont soumis à la fois à l'irradiation et au milieu, à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ces internes de cuve ? Voilà un boulon, par exemple. Vous avez un boulon, quand on le regarde, il est fissuré.
Alors évidemment, là, c'est quand même encore un boulon en un seul morceau, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas tarder à faire un boulon en 2 morceaux, ce truc-là. Alors généralement, on essaye de l'enlever avant qu'il soit en 2 morceaux, parce que s'il est en 2 morceaux, ça veut dire qu'il y a au moins un des 2 morceaux qui est tombé et on n'est pas content. Donc, si on commence à regarder un peu la manière dont la rupture s'est produite, alors c'est un brave et honnête acier inoxydable. Vous mettez cet acier inoxydable dans de l'eau à ces températures-là sous contrainte, il casse de manière parfaitement ductile. Là, vous êtes dans une situation où il casse de manière intergranulaire. Donc ça vous suggère qu'il s'est passé quelque chose de louche, de couplage entre la corrosion, la contrainte et l'irradiation. Donc, voilà un peu des fractographies de ce genre de bête. Alors, maintenant, on a donc à la fois un effet d'environnement qui est couplé avec le durcissement, mais il y a quelque chose de plus qui vient de se passer là-dedans, c'est que ce matériau ne se déforme plus de manière homogène, comme un brave et honnête acier inoxydable, il se déforme de manière hétérogène. Et ça nécessite d'aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Alors, à l'intérieur, bien, si vous prenez une vis, telle que vous l'avez ici, cette vis, vous mesurez la dureté, c'est une manière de mesurer la quantité de défauts d'irradiation que vous avez créés, puis vous en coupez une tranche, vous allez regarder au microscope électronique à transmission, puis vous avez ces petits trucs-là, toutes ces petites boucles-là, tous ces petits machins noirs, c'est des boucles de défauts d'irradiation. Donc vous avez créé beaucoup de défauts d'irradiation qui se sont agglomérés en petites boucles, et ces boucles-là ont durci le matériau et ont conduit à cette augmentation de dureté. Puis là, évidemment, ça a cassé à cet endroit-là. Alors, pour comprendre ça, on va essayer maintenant... Donc, attends, une chose. Là, comprendre ça, ben, ça veut dire d'être capable de dire je vais gérer la dynamique d'une population de défauts ponctuels. Donc là, on va développer des modèles numériques qui s'appellent des modèles de dynamique d'AMA et qu'on va pouvoir comparer à des résultats expérimentaux à différentes températures, à différents taux d'irradiation, sous différents flux, qui vont permettre de calibrer ces modèles pour pouvoir savoir, bien, si je vais un peu plus loin, comment le durcissement par irradiation va changer. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ces petits points noirs. Ça intéresse le scientifique, ça n'intéresse pas forcément directement l'ingénieur. Ce qui intéresse l'ingénieur, c'est de savoir, ce machin avec des petits points noirs, comment il se comporte. Alors là, vous voyez que les choses se dégradent. Vous avez ici un comportement normal, si j'ose dire, d'un acier inoxydable que vous êtes en train de tractionner. Donc vous avez 80% de déformation avant que ça casse, ça veut dire qu'il y a le temps de voir venir. Puis là, vous avez ça après un certain taux d'irradiation, 19 déplacements par atome, 42 déplacements par atome. Ça, c'est pas du tout ridicule, 42 déplacements par atome dans la durée de vie d'un réacteur, c'est tout à fait envisageable dans certains endroits. Et vous voyez que la déformation, ici, d'une part, ça casse beaucoup plus vite. Là, vous cassez à 20%, mais en plus, ce qui se passe, c'est que le matériau, au lieu de durcir après avoir commencé à se plastifier, il s'adoucit après avoir commencé à se plastifier. Et ça, c'est très désagréable. Parce que ça veut dire que quand vous commencez à déformer le matériau, à un endroit où il a commencé à se déformer, il devient plus mou. Donc, comme les matériaux, c'est naturellement feignant, il va continuer à se déformer à l'endroit mou où il a commencé à se déformer. C'est-à-dire que votre déformation, au lieu d'être bien homogène, va être une déformation qui va être très localisée. Et évidemment, là, il n'y a plus qu'à découper suivant le pointillé. Et ça va vous conduire à des dégâts sur le comportement du matériau. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on faisait des simulations numériques pour comprendre la densité des défauts ponctuels créés, comprendre la manière dont ils s'aggloméraient. Maintenant, une fois qu'on les a agglomérés, eh bien, on va essayer de faire des simulations numériques, par exemple, au niveau atomistique. Donc ça, c'est une simulation en dynamique moléculaire. Vous avez un amas de défauts d'irradiation qui est en train d'interagir avec une dislocation. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans certaines configurations, le passage d'une dislocation efface le défaut d'irradiation. Donc ça veut dire que le fait d'avoir déformé quelque part enlève ce qui empêchait de déformer. Donc c'est pour ça que vous êtes en train d'adoucir le comportement du matériau. Évidemment, il faut mettre ça dans une population de dislocation. Après, dire que ça permet de comprendre comment un grain se déforme, il faut mettre ce grain dans une population de grains. Ça permet de comprendre comment un polycristal se déforme. Il faut mettre ça dans une structure pour permettre de comprendre où est-ce que l'endommagement va se produire et comment la rupture va finir par arriver. Donc, ça a conduit à développer beaucoup de simulations multi-échelles, donc en échelle de temps et en échelle d'espace, passer de la dynamique moléculaire à la dynamique des dislocations pour aller jusqu'à la mécanique des milieux continus. Alors, si on pose la question, peut-on prolonger la durée de vie des centrales à eau pressurisée à 60 ans et au-delà? Pour pouvoir répondre à ça, eh bien, il faut un recours d'expérience sur les matériaux, c'est-à-dire qu'il faut, évidemment, je ne fais pas suffisamment confiance aux simulations numériques pour dire que
Regardez, le programme me dit qu'on est tranquille, donc ça veut dire qu'il va falloir calibrer ces simulations, les calibrer sur des essais expérimentaux nombreux, essayer de qualifier le nombre de défauts qu'on a créés, la quantité de boucles, le nombre de boucles, la conséquence sur les propriétés mécaniques, et il va falloir coupler tout ça avec une modélisation multi-échelle. Alors, ça c'était pour aujourd'hui. Donc j'ai essayé de vous brosser un panorama du type de problème qu'on se pose en termes de vieillissement des centrales, et qui essaye de qualifier la sécurité du fonctionnement d'une centrale. Donc ça veut dire, entre autres, que si on vous dit que cette centrale est trop vieille, il faut l'arrêter, il faut savoir il faut réfléchir à ça. Ça peut être parce que la centrale est mal conçue, mais si c'est une question de matériaux, c'est pas parce que la gaine du combustible est trop vieille qu'il faut la changer. La gaine du combustible, on la change régulièrement. Si le vieillissement d'une centrale, c'est essentiellement le vieillissement de la cuve de la centrale. C'est cette bête-là qui est la pièce majeure. Alors regardons maintenant demain. Demain, c'est les réacteurs de génération 4. Alors, de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que la technologie nucléaire, c'est essentiellement une technologie de chaudière à vapeur, le projet Génération 4 était construit de la manière suivante. C'est un projet international. C'est un projet qui a des exigences accrues en termes de durabilité. C'est un projet qui se veut un projet durable, pas simplement parce que les centrales durent, mais aussi vis-à-vis de la ressource en combustible nucléaire. On n'a pas tant d'uranium que ça. Donc la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour développer un nucléaire qui puisse à la fois travailler avec la quantité d'uranium ou d'autres éléments fissiles qu'on puisse imaginer, le thorium par exemple, qui puisse permettre d'avoir une disponibilité de combustible importante. Alors on attend bien évidemment sûreté et fiabilité, économie, et puis l'aspect particulier qui est la non-prolifération. On n'a pas du tout envie que ces trucs-là, ça soit des moyens de fabriquer des bombes. Alors 6 concepts de réacteurs ont été retenus. Des réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz, des réacteurs refroidis au sodium, des réacteurs refroidis au plomb, des réacteurs à sel fondu, donc c'est essentiellement une filière au thorium, des réacteurs à eau supercritique et des réacteurs à très haute température. Alors j'en ai juste sélectionné 3 pour vous donner quelques exemples du point où les matériaux vont intervenir. Alors la question qu'on se pose, ça n'est pas de construire un prototype, la question est de construire quelque chose qui doit durer. C'est-à-dire qu'il faut passer du réacteur concept, dont on pourrait montrer qu'il peut marcher, au réacteur industriel, dont on peut montrer qu'il peut marcher suffisamment longtemps pour justifier l'investissement colossal que ça représente. Alors, un point qui est important de comprendre, et on le comprend assez rapidement quand on se pose la question du choix des matériaux dans une centrale nucléaire, c'est que ce qui est limitant pour le choix des matériaux, c'est essentiellement le fluide caloporteur. C'est-à-dire, si vous avez un fluide caloporteur qui est de l'eau, ou si vous avez un fluide caloporteur qui est du sodium, ou si vous avez un réacteur à sel fondu, vous n'avez pas du tout les mêmes exigences vis-à-vis des matériaux pour le réacteur. Alors, juste quelques exemples. Si je prends les réacteurs à sodium, c'est une technologie explorée en termes de tenue au sodium liquide. Se pose le problème, bien évidemment, c'est un problème technologique cette fois-ci, c'est plus un problème scientifique, qui est de se dire, est-ce que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir un échangeur entre du sodium et de l'eau ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un échangeur intermédiaire entre du sodium, du gaz mais ça suppose d'avoir un autre cycle thermodynamique pour faire fonctionner la turbine. Les Américains, on peut évidemment essayer de faire fonctionner les réacteurs à plus haute température parce qu'on peut toujours essayer de voter une autre loi, mais la loi de Carnot, elle marche assez bien pour la thermodynamique. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une machine thermique qui marche bien, il faut que l'écart entre la température froide et la température chaude soit la plus grande possible. Donc ça, c'est une tendance, aussi bien pour les moteurs d'avion que pour les réacteurs nucléaires, à augmenter la température de fonctionnement. Maintenant, il y a d'autres aspects qui vont apparaître, qui sont des aspects d'ingénierie, qui peuvent aussi induire des questions de science. C'est par exemple, quelles sont les techniques de contrôle non destructif qu'on peut imaginer en sodium liquide. Si vous regardez un autre exemple de génération 4, c'est les réacteurs à très haute température. Alors depuis 5 ans, je vois diminuer la température de fonctionnement de ces réacteurs à très haute température dans moyenne entre 50 et 100 degrés par an, simplement parce qu'on se rend compte que les exigences sont telles que ça n'est juste pas possible. Donc ça veut dire que c'est très beau d'avoir un concept sur le papier, encore faut-il avoir le matériau pour le fabriquer. Si on regarde les réacteurs au thorium, outre le fait qu'on n'a pas de thorium chez nous, enfin, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant à regarder, ça veut dire qu'au point de vue indépendance énergétique et au point de vue indépendance de combustible, c'est un problème. Se pose aussi la question des problèmes de matériaux qui vont se poser pour résister à un environnement de sel fondu. Alors,
si on regarde les nouveaux réacteurs, que ce soit les réacteurs de la génération 4 ou les réacteurs à fusion, et qu'on compare ça avec les réacteurs à eau pressurisée, un point qui est très important, c'est qu'on va demander d'une part à ces réacteurs de fonctionner à plus haute température, et d'autre part, on va leur demander d'avoir des taux des dPA beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'on va monter à 100, 150 dPA, ce qui est nettement plus que ce qu'on a dans les réacteurs à eau pressurisée en fin de vie. Et là, il y a un vrai problème qui est qu'on ne sait pas comment se comportent les matériaux, quelle est la dynamique d'une population de dislocation sur ces cas d'irradiation. Donc là, il y a un vrai travail à avoir. Alors, si on regarde les environnements de réacteurs, vous avez ici les températures de fonctionnement, la dose maximale, la quantité de transmutation d'hélium et les fluides chiroporteurs pour les réacteurs qu'on a en ce moment. Pour les réacteurs de la génération 4, donc vous voyez une augmentation assez substantielle de leur température de fonctionnement, ça c'est le rêve, ça c'est le truc qui n'est pas déraisonnable, une augmentation assez substantielle des dPA. On va se retrouver avec probablement plus d'hélium qui va se retrouver ici. Et les fluides caloporteurs sont pas forcément aussi sympathiques, enfin, sont pas aussi sympathiques à manipuler que l'eau, sachant que vous prenez le sodium est désagréable à manipuler parce que ça brûle, mais par contre, vis-à-vis de la dégradation chimique des matériaux, c'est beaucoup plus sympathique. Alors, si on regarde la troisième colonne, c'est les réacteurs à fusion, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure pour d'autres problèmes. Alors, évidemment, je vous ai dit que je vous parlerai autant de sciences que d'ingénierie. Il y a des considérations complémentaires qui apparaissent. On a besoin de se poser la question de la disponibilité et du coût des matériaux, aussi bien de leur disponibilité du combustible, ça je vous en ai déjà parlé, mais aussi de la disponibilité des matériaux qu'on va utiliser pour construire le réacteur. Par exemple, quand on pense à faire des matériaux de gainage en alliage à dispersion d'oxyde, encore faudrait-il avoir des gens qui soient capables de fabriquer l'alliage à dispersion d'oxyde. C'est pas impossible, mais ça veut dire qu'il faut se poser sérieusement ces questions-là quand on en est au point de développer un prototype industriel. Les fabricabilités, les technologies d'assemblage sont importantes. Il faut se poser la question de l'inspection en service. Il ne faut pas attendre que le truc est cassé pour se dire tiens, on aurait dû l'arrêter juste avant qu'il casse. Les approches de sûreté et de certification, et puis évidemment le démantèlement et la gestion des déchets. Alors après-demain, je vais vous parler à la fois d'ITER et du stockage des déchets. J'ai presque fini. J'ai combien de temps pour avoir presque fini? Ah bon? Alors, ITER, une très jolie phrase qu'on doit à Sébastien Balibar, c'est une idée magnifique de mettre le soleil en boîte, à part qu'on ne sait pas construire la boîte. Les exigences de matériaux pour ITER sont absolument drastiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'on va se heurter à des problèmes gigantesques en termes de tenue à un plasma à haute température très réactif, en termes d'érosion des matériaux, en termes d'irradiation des matériaux de structure. Quand on vous dit que ITER c'est un truc qui ne fera pas de déchets, c'est une vaste blague. Ça fera plein de déchets, ce truc-là. C'est un vrai défi pour le scientifique et pour l'ingénieur, et là, il y a à inventer. Ça, c'est clair qu'on ne le fera pas avec les matériaux tels qu'on les connaît tout de suite. Alors maintenant, si je regarde les déchets, alors les déchets, c'est quand même un point névralgique. Alors, si vous regardez ce qui arrive à une tonne de combustible neuf, ben, vous allez avoir fabriqué au bout de 3 ans 35 kg de produits de fission, des actinides mineurs, à peu près 0,8 kg, et à peu près 10 kg de plutonium. Alors, celui qui est vraiment kikitant, c'est le plutonium. Donc, celui-là, on le sort, et on essaye de lui faire refaire un cycle. Et si on est dans un réacteur à neutrons rapides, ben, on lui fait faire autant de cycles qu'il faut. Maintenant, nous reste les produits de fission. Ceux-là, ils sont embêtants, mais pas dramatiques. Grosso modo, leur durée de vie n'est pas colossale. Ceux qui sont vraiment embêtants, au point de vue durée de vie, c'est les actinides mineurs. Et dans ces 3 actinides mineurs, le neptunium, on s'en fiche un peu. L'américium, on verra. Le curium, lui, c'est l'horreur complète. C'est un des éléments les plus désagréables de toute la table de Mendeleïev. La masse critique, c'est 50 grammes. Enfin bref, c'est un truc qui est désagréable au possible. Donc, c'est ceux-là qu'on va essayer de stocker en stockage profond. Alors, maintenant, si on regarde les solutions, alors la non-solution américaine consistait à mettre ces Yucca Mountain, ça n'a pas marché. Ça consistait à mettre des conteneurs en acier sous un espèce de parapluie en titane, et puis avec de l'eau qui passait au travers de Yucca Mountain, qui avait le mauvais goût de se charger de nitrate et de faire des trucs désagréables sur l'acier inox. Donc ça, c'était pas forcément une bonne idée. En plus, comme c'était une solution qui était sans retraitement, c'est une solution qui était embouteillée dès le départ. C'est-à-dire on avait tout de suite trop de place par rapport au nombre de places dans le parking. Une solution qui est très judicieuse, c'est la solution suédoise. Ils ont décidé de sortir du nucléaire à l'époque.
Donc ils ont décidé de faire quelque chose sans retraitement, et sans retraitement, ils ont décidé en gros de sortir les combustibles du réacteur, le mettre directement dans cette espèce de damier en fonte qui est dans un canister en cuivre très pur. Et ça, c'est une solution où l'idée est d'avoir une barrière pour les éléments, qui est une barrière qui est essentiellement une barrière d'ingénierie. C'est-à-dire c'est l'ingénieur qui contrôle tout. On met tout ça sous le granit, mais c'est essentiellement la barrière d'ingénierie qui contrôle. La solution française, la stratégie française est découplée. On a une stratégie qui est une stratégie de produits de fission. Pour les produits de fission, essentiellement de les vitrifier. Et là, la barrière d'ingénierie, c'est essentiellement les verres, pour éviter la diffusion des produits de fission. Par contre, pour ce qui est des actinides, alors le plutonium, on le récupère. Les actinides mineurs, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut se dire, l'américium, on peut éventuellement le transmuter. On n'est pas encore sûr que ça vaille la peine de le faire. Le curium, on ne va sûrement pas s'amuser à le transmuter. Et la stratégie pour les actinides mineurs, c'est de faire un stockage profond. Et là, l'idée, c'est que l'option qui n'est plus une barrière d'ingénierie, c'est une barrière géologique. C'est-à-dire les éléments d'actinide, ils sont piégés dans les lamelles de l'argile. Et c'est ça qui assure, avec 500 mètres d'argile au-dessus, que quand ils ressortent, ils ont été désactivés. Alors, je crois que je vais être obligé d'arrêter là. Pour finir, alors je pense que quand je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas l'intention de venir avec un sac de cendres sur la tête, je suppose que vous auriez été déçus de ne pas voir la poire qu'on a vue dans tous les journaux, donc je vais quand même vous en toucher un tout petit mot, juste pour vous donner un exemple de matériau. Donc là, vous avez de l'eau chaude qui diminue parce que c'est en train de passer dans la bouilloire de l'autre côté. C'est des réacteurs à eau bouillante, donc ce n'est pas sous pression. C'est la différence entre une casserole et une cocotte minute, essentiellement. Et là, les gaines de ces combustibles, ici, c'est des gaines qui sont en zirconium. Pourquoi elles sont en zirconium ? Parce que c'est suffisamment transparent aux neutrons. Seulement, le manque de bol, c'est que le zirconium, d'une part, il n'aime pas beaucoup l'eau, mais il a encore plus horreur de la vapeur d'eau. Donc, quand la température monte, que l'eau n'est plus là, qu'on a de la vapeur d'eau à la place et qu'on a du zirconium, ça marche comme à la parade. Le zirconium se met à réduire l'eau. Évidemment, on produit de l'hydrogène et puis ça fait boum. Donc, vous allez me dire, pourquoi le zirconium ? Vous avez besoin d'une transparence aux neutrons, d'une résistance mécanique, d'une résistance à la corrosion et d'une tenue à la radiation. Vous pouvez définir un indice de mérite qui est le rapport d'une propriété mécanique à une propriété neutronique. Tous les matériaux qui sont au-dessus de cette ligne-là sont très bons. Donc là, vous voyez que les matériaux qui sont les meilleurs, c'est le zirconium. Vous pouvez avoir éventuellement certains alliages d'aluminium, mais manque de bol, on travaille à très haute température. Vous pourriez avoir le graphite, ça brûle. Vous pourriez avoir le magnésium, alors au point de vue tenue à la corrosion, c'est pas génial. Vous pouvez avoir des aciers inoxydables, et c'est effectivement dans certains spectres neutraliques une solution qui est retenue. Évidemment, vous avez toujours une solution de faire ça en beryllium. Ceci dit, le beryllium est quand même un élément pas très sympathique et économiquement pas très intéressant. Donc vous avez essentiellement, pour ces raisons-là, c'est la raison pour laquelle on a pris les choix des alliages de zirconium. Alors, j'arrive aux différentes conclusions maintenant. Les problèmes de matériaux dans le nucléaire, c'est une nécessité pour construire des dispositifs fiables et durables aujourd'hui et demain. C'est un passage obligé pour les options innovantes pour la gestion du futur du nucléaire, j'entends. C'est-à-dire que c'est indispensable pour matérialiser les rêves. Tous les jolis concepts de réacteurs de la génération 4 doivent être passés au crible de avec quels matériaux peut-on les faire. Et enfin, c'est certes un problème d'ingénierie, mais aussi pour certains aspects, c'est un défi scientifique et technologique sans cesse renouvelé. Et le problème de la modélisation multi-échelle est effectivement au cœur du problème de la tenue des matériaux sous irradiation. Et je vous remercie de votre attention. Merci.